tout à l'heure, Rémi voulait combattre, il vous a dit ça, la rage. Moi, je vais faire un autre diagnostic. Je suis obligé de combattre la somnolence post-prandiale. Alors, je vais m'essayer, mais je ne suis pas sûr de réussir, mais bon, on va essayer. Je ne me suis jamais occupé de Gramsci, je vais vous expliquer pourquoi, et surtout qu'il est dans la salle, alors c'est encore plus gênant. En 1968, dans l'appartement de Pauline Julien à Paris, qui était loué par Roch Denis, le recteur de l'îlot voyageur, on a reçu un gars qui arrivait je le connaissais un petit peu, mais qui arrivait d'Italie, avec sous son bras les cahiers de prison qu'on n'avait pas lus. Et pendant 3 heures, celui qui deviendra recteur, par ailleurs trotskiste lambertiste, a questionné Paul-Denis Jean-Marc sur les théories gramsciennes. J'étais tellement fasciné, tellement obnubilé, que j'ai arrêté de m'en occuper. Parce qu'à l'époque, le PC français et Althusser avaient mis Gramsci à l'index. Althusser avait dit, vous le savez probablement, que Gramsci c'était le point zéro de la théorie marxiste. Alors on le suspectait de social-démocratie puisque Togliatti, pas Gramsci, mais Togliatti, avait signé le fameux document L'appel aux fascistes. Puis Berlinguer, à ce moment-là, s'est rapproché de la démocratie chrétienne, ce qui donnera les années de plomb en Italie. 40 ans plus tard, on voit arriver, je vois arriver, parce que je suis retardé, attardé, vous le savez tous, depuis Sciences Po à Paris en français, au lieu de la réaction s'il en est un, je le sais, je suis diplômé de Sciences Po, en passant par les Américains, la théorie néo-gramscienne, en vertu d'une technique qui est interdite en droit totalement, l'analogie. L'analogie qui passe par la transnationalisation. Gramsci réfléchissait dans un contexte très précis, l'Italie, qui se demandait comment ça se fait que les fascistes avaient pris le pouvoir, pas lui, pas les communistes. Alors tout d'un coup, on transpose analogiquement les thèses de Gramsci à l'international. C'est embêtant parce que la société civile au niveau international, il n'y en a pas beaucoup, puis le pouvoir d'État, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont essayé de faire du forum social un lieu de légitimation. J'étais là souvent, je ne suis pas sûr que... À gauche, nous arrivent les théories gramsciennes par la théorie des subalternes. C'était un problème particulier pour Gramsci. Comment faire pour mettre dans un même parti les paysans moyenâgeux du sud de l'Italie et les ouvriers hyper sophistiqués du nord de l'Italie? Comment faire pour qu'ils soient dans le même parti? Alors il a inventé la théorie des subalternes et tous les débats autour de ça. Et puis, les Indiens se sont emparés de cette chose-là au niveau transnational en disant « Nous sommes les paysans du tiers-monde contre les sophistiqués du monde occidental. » Analogie. Analogie aussi à droite, les Américains qui étendent la fameuse théorie de l'hégémonie parce que ça leur permet de parler d'autre chose que des rapports de classe. L'aliénation n'est plus conscience de classe, mais consentement spontané. Alors, on oublie que l'idéologie est la projection de la conscience de la classe bourgeoise. Alors, je ne peux, avant de donner la parole aux autres, que vous rappeler et citer quelqu'un qui est présent dans cette salle et que j'ai travaillé depuis 3 jours avec un plaisir énorme, M. Kecheyan, dans l'hémisphère gauche. L'américanisation des pensées critiques porte en germe leur neutralisation politique.
par ségrégation socio-spatiale des académies élitistes, coupées socialement et politiquement du reste de la société. Je suis d'accord avec ça. Le défi à la table en avant, c'est en fait de démontrer que nous ne sommes pas, dans les termes de M. Keshayab, je ne vais pas insulter personne, des académies élitistes coupées socialement et politiquement du reste de la société. Alors, j'espère que je vous ai réveillé. Sinon, ben là, il n'y a plus rien à faire. Alors, nous avons 3 intervenants. Nous commençons par Mme Nafi Nyang, qui travaille à l'Institut d'études politiques, mais international, ce n'est pas la même chose que l'IEP de Paris, à Lausanne. Alors, Madame Nyang. Merci. Bonjour. Effectivement, je suis à la base une historienne qui a viré politologue et puis qui s'intéresse maintenant à des questions de droit à travers la normalisation. C'est bon ? Oui, c'est bon. À travers la normalisation internationale. Et a priori, je ne travaille pas du tout sur ces questions. Je ne m'interroge pas du tout, je ne suis pas interrogée du tout sur la dimension juridique, les questions juridiques pour la normalisation internationale, puisque mon travail de thèse portait sur les délocalisations de services et il s'agissait de prendre position par rapport à la théorie économique hétérodoxe en France, et notamment à la théorie de la régulation, telle qu'elle est portée par Petit ou encore Duterte. Donc ici, la réflexion que j'engage et qui est à peine avancée chez moi, dans cette communication, elle examine la participation des acteurs du Sud, subalterne on pourrait dire, dans la normalisation internationale type ISO. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer dans quelle mesure les hypothèses développées par l'approche du matérialisme historique transnational, l'approche néo-gramscienne, concernant le rôle du droit dans le bloc historique contemporain, que Cutler a notamment défini par le capitalisme avancé et postmoderne, mais que d'autres disent que c'est du post-fordisme. Donc comment est-ce que ces hypothèses rendent finement compte de l'ambivalence de la participation des acteurs du Sud dans la normalisation internationale. Donc cette attention à la problématique de l'ambivalence, aux tensions, aux contradictions, à l'expérience de ces acteurs et de leur capacité d'agir dans la normalisation internationale me viennent des critiques apportées notamment par les post-colonial studies à l'approche néo-gramscienne, mais également par l'approche qui se forme depuis quelques années, qui est l'économie politique culturelle, développée d'une part par l'équipe de Jessup et Soon à Lancaster, mais aussi plus près ici à York, par Jacqueline Best et entre autres et Matthew Patterson. Donc, dans cette communication, je tente de montrer que si la lecture d'inspiration gramscienne sur la manière dont fonctionne le droit mou, la normalisation internationale, c'est comme ça que je comprends la normalisation internationale, et donc si cette lecture apporte des éclairages extrêmement importants à mon sens sur la participation des acteurs du Sud dans les arènes de normalisation internationale telles que l'ISO peut l'être, elle court perpétuellement le risque, à mon sens, de représenter de manière dichotomique les acteurs subalternes ou comme des acteurs passifs qui ont consenti, qui sont submergés, ou comme des acteurs qui résistent. Et à mon sens, cette dichotomie-là est problématique parce qu'elle ne prend pas vraiment en compte suffisamment l'ambivalence de leur participation. Donc, je commencerai par dire que, comme on le sait, aujourd'hui, à la structure d'obligations juridiques que l'on connaît et dans laquelle les États souverains incarnent les principaux sujets du
système juridique international, cette scène, la scène internationale, a rapidement été traversée par des formes de régulation plus souples qui ne font pas a priori appel à la contrainte juridique. Ainsi, de nombreuses organisations internationales et nationaux élaborent des normes techniques internationales qui, comme telles, ne s'imposent pas aux États. Et il en est ainsi des normes ISO. Or, malgré son caractère non contraignant, la normalisation internationale, la normalisation technique, telle qu'elle est portée par l'ISO, présente une tension qui se situe d'une part entre le caractère facultatif de l'application de la norme technique et le fait que cette même norme est devenue une règle quasi impérative au plan économique. Par exemple, deux accords essentiels de l'Organisation mondiale du commerce, à savoir l'accord sur les obstacles techniques au commerce ainsi que l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, demandent instamment et explicitement aux organismes de réglementation de fonder leurs mesures sur des normes internationales pertinentes pour éviter les obstacles au commerce qui ne sont pas nécessaires. Dès lors, la participation dans les arènes de normalisation internationale devient un sujet important. Et lorsqu'on envisage ces implications en termes de rapport Nord-Sud, elles sont d'autant plus problématiques que de nombreux observateurs et de nombreuses études mettent l'accent sur la faible participation des pays en voie de développement dans les processus d'élaboration des normes ISO. En effet, à l'heure actuelle, si près de 70% des instituts de normalisation n'ont jamais participé activement, si près de 70% des instituts de normalisation à l'ISO sont constitués par les pays en voie de développement, moins de la moitié de ces instituts, moins de la moitié de ces pays donc, en voie de développement n'ont jamais participé à l'élaboration des normes ISO. Donc, on arrive à ce paradoxe, malgré leur faible participation, dûment documentée par la recherche, les pays en voie de développement, interrogés sur la légitimité des normes ISO, trouvent que ces normes sont relativement légitimes pour eux. Et pourtant, ils ne participent pas, ils participent faiblement. Alors même, ils les trouvent donc légitimes, alors même que les intérêts des pays du Nord et du Sud sont relativement opposés, notamment sur les bénéfices de la normalisation et en termes d'accès au marché. Donc, comment expliquer ce paradoxe? Qu'ils ne participent pas, mais qu'ils trouvent ces normes légitimes, et quelles hypothèses est-ce qu'elles permettent de formuler quant à la nature de la normalisation internationale? Dans l'optique de répondre à ces questions, et quittant les explications de type matérialiste, qui sont largement documentées, à savoir que les pays du Sud n'ont pas de moyens financiers, qu'ils n'ont pas d'expertise technique pour entrer dans la normalisation technique, qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, ou encore qu'ils ont des difficultés d'accéder à l'information, etc. Donc, en quittant ces explications de type matérialiste, donc, cette communication tient à explorer dans quelle mesure le cadre néo-gramscien du matérialisme historique transnational est à même de répondre à l'énigme de la participation des pays du Sud, des pays en voie de développement dans la normalisation internationale. En mettant en avant les conditions culturelles qui permettent en mettant en avant donc les conditions culturelles de la participation des pays du Sud, cette entrée néo-gramscienne permet d'appréhender dans quelle mesure le droit mou, en fait, elle permet d'appréhender, donc j'anticipe, comment est-ce que la normalisation fonctionne, elle opère pour susciter une certaine adhésion. Mais plus généralement, cette entrée permet aussi d'appréhender dans quelle mesure la normalisation internationale participe à assurer la régulation sociale et économique de l'économie globale actuelle. Et dans ce sens, ma contribution s'inscrit dans les analyses qui élaborent sur la conception du droit chez Gramsci pour souligner la juridification croissante des relations transnationales, laquelle juridification reposerait, je cite Cutler, sur une forme légale marchandisée du droit international.
Et la dernière partie de cette communication s'interroge enfin sur la tendance au scénario homogénéisant que de telles analyses peuvent susciter, dans la mesure où elles représentent les acteurs du Sud, comme je disais tout à l'heure, comme étant passifs ou comme étant résistants. Et pour rentrer là-dedans, je vais commencer dans une première partie à vous expliciter ce que c'est la normalisation internationale. Alors, l'intérêt de la normalisation internationale est, à mon sens, évident pour peu qu'on s'arrête dessus. Par exemple, tout bêtement, le format de cette feuille A4 est une norme ISO. C'est la norme ISO 216 qui spécifie exactement en centimètres combien doit mesurer cette feuille. Donc, les normes, ce sont des technologies furtives et relativement des choses ennuyeuses, parce qu'elles sont techniques. On ne s'y intéresse pas parce que voilà, 24 cm, c'est beaucoup moins sexy qu'autre chose. Donc, oui, je trouve. Mais elles jouent cependant un rôle dans les échanges parce qu'elles ont permis d'objectiver, de formaliser des critères et qui permettent d'unifier les échanges. Mais qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce que c'est? Une distinction préalable, je crois importante, réside dans la différenciation entre normes techniques et normes sociales. Grosso modo, on pourrait dire que les premières sont explicites et formalisées, et les secondes ne le sont pas. Mais je vais très vite. Et c'est d'ailleurs pour souligner ce caractère que le sociologue de Mortin définit une norme technique comme, je cite, « toute pratique ou dispositif construit comme générique et transférable, formalisé et identifiable comme bonne pratique ou ligne directrice ». Alors, cette distinction faite, il faut qu'on relève tout de suite quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de définition standard de la norme. Ça n'existe pas. Mais on va entrer dans la normalisation technique en prenant la définition de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, qui publie le plus grand éditeur de normes au monde. Pour l'ISO, une norme technique est un document qui est établi par consensus, qui est approuvé par un organisme reconnu, qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Je sais, cette définition est totalement ennuyeuse, elle est purement opératoire, mais elle est extrêmement importante parce que pour autant qu'on la lise en parallèle avec la critique sur le sujet, je pense qu'elle constitue un premier fil rouge que j'aimerais dévider pour entrer dans les enjeux de la normalisation technique internationale. La norme, nous dit l'ISO, c'est donc un document, c'est-à-dire que c'est une matérialité physique, elle est écrite, elle transforme une connaissance tacite qui a fait l'objet, dit l'ISO, d'un consensus en de la connaissance codifiée, sélective et statique. Et l'ISO définit le consensus ainsi, c'est un accord général qui sait dépasser les intérêts particuliers et qui est caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu, etc. Et ça, c'est dans le vocabulaire général de l'ISO, parce que l'ISO publie des documents qui explicitent, qui définissent ce que l'ISO veut faire. Enfin, ça tourne en boucle. Donc, ce document, qui est la norme, ce document qui est donc écrit, est adopté de manière volontaire. C'est-à-dire que la connaissance codifiée est librement, entre guillemets bien sûr, adoptée pour être réutilisée et réinterprétée en pratique. Donc, contrairement à la loi, l'adoption de la norme n'est pas contraignante. Idéalement, le consensus qui a été obtenu et qui exprime la norme qui est publiée a impliqué l'ensemble des parties prenantes, dirait l'ISO. Et elle a été reconnue par un organisme reconnu. Elle a été approuvée par un organisme reconnu. Autrement dit, la légitimité de la normalisation technique internationale, issue d'un organisme reconnu, provient de ces constantes tentatives de se différencier du standard technique. Contrairement à ce dernier qui est élaboré par des acteurs marchands, qui ne représentent pas l'ensemble des parties intéressées, la norme prétend s'adresser
à la communauté dans son ensemble. Elle vise à s'identifier à un bien public. Alors que le standard s'impose par le marché, comme par exemple le standard Windows sur le marché des logiciels d'exploitation qui a été imposé par le quasi-monopole de Microsoft, la norme technique internationale à la ISO se veut, elle, le résultat d'un processus participatif et consensuel géré par une institution dûment reconnue. Donc, ces différences affirmées entre normes et standards sont bien sûr largement naturalisées, parce que les deux sont de facto sujets à des processus d'hybridation, dans le sens où les arènes de normalisation ainsi que les types d'acteurs qui agissent dans la normalisation internationale sont à la fois publics et privés. Et donc la frontière entre normes et standards est beaucoup plus perméable qu'elle ne paraît, que l'ISO veut bien nous faire croire. Elle reflète donc finalement la porosité des frontières analytiques du réel entre ce qui est public et privé, technique, sociétal, matériel et immatériel. Ainsi, au lieu d'opposer la légitimité des normes issues d'organismes internationaux à celles qui sont issues du secteur privé, la littérature a souligné que la normalisation technique internationale serait plutôt comme un continuum qui effectue un brouillage entre les modes de régulation privés et publics. La définition que je viens de présenter trop longuement, jusqu'à présent de la normalisation technique internationale comme étant une spécification à caractère technique, etc., est une définition purement opératoire. Elle tend aussi à donner l'impression que la norme est un objet technique, donc neutre, donc apolitique. Mais les travaux critiques qui commencent à être nombreux sur la normalisation ont montré que la technique, évidemment, est un construit social qui est bien sûr indéterminé et qui est susceptible d'être sujet à des qualifications diverses et donc modelé par des forces socio-politiques et culturelles. Par conséquent, la définition de l'ISO, que j'ai énoncée tout à l'heure, mérite d'être complétée par des définitions ouvrant des perspectives plus larges. Et dans une formule concise, un historien qui s'appelle Mailly ouvre un peu la boîte noire de la normalisation en pointant sa dimension sociale. Normaliser, énonce-t-il, c'est simplifier, unifier, spécifier. Les deux premières opérations, poursuit-il, conduisent à normaliser des dimensions et la dernière est d'ordre qualitatif. Au fait de simplifier, d'unifier et de spécifier, Mailly associe les trois termes d'économie, d'utilité et d'honnêteté. Donc, la normalisation technique est non seulement un facteur d'ordonnance, pour reprendre l'ISO, elle garantit un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné, mais aussi de quantification, mais elle permet également de moraliser la concurrence. Et les normes donc techniques sont prescriptives, ce sont des règles ou des conseils généraux qui définissent ce que devraient faire ceux qui les adoptent. Et les normes sont, dans ce sens, une manière de définir une économie morale, de définir ce qui est bon, de définir qui est bon techniquement, ce qui est mauvais ou non, et de discipliner des personnes et des choses qui ne se conforment pas à la définition technique du bien et du mal. Dès lors, la question de savoir qui crée les normes a également une dimension importante. Elle appelle deux remarques sur l'articulation entre expertise et normalisation. Premièrement, c'est ceux qui ont le pouvoir de créer des normes, c'est-à-dire ceux qui ont l'expertise, le temps, l'argent nécessaire, qui peuvent normaliser, créer des normes techniques. En ce sens, il y a des faiseurs de normes et des preneurs de normes. Grosso modo, on dirait que les premiers étant les pays industrialisés et les seconds, les consommateurs ou les pays du Sud. Et d'ailleurs, la littérature souligne régulièrement les insuffisances de la normalisation institutionnelle et pas marchande, qui est pourtant censé être le mode de coordination optimale. Il y aurait à la fois trop ou pas assez de normes, car celles qui sont produites ne répondent pas bien aux besoins du marché, dans la mesure où elles sont souvent mal intégrées à la normalisation déjà existante et que les délais de développement d'une norme institutionnelle sont beaucoup trop longs. De plus, le processus de consensus qui est au cœur de la normalisation technique internationale ressemblerait, je cite, plus ou moins à une lutte de pouvoir politique et économique. Enfin, il ne faut pas oublier que la production documentaire
est massive, technique et difficile à saisir pour le non-initié. Au terme de cette introduction, sur ce que c'est la normalisation et les problèmes qu'elle peut susciter en termes de participation, on peut voir intuitivement que le caractère technique et apparemment neutre des normes pose des problèmes, des questions inédites en termes d'inclusion de participation. Est-ce que je... Oui, oui, mais pas de faire... oui. Donc je vais rapidement maintenant passer sur l'ISO et la participation des pays du Sud pour un peu donner un peu une perspective d'ensemble sur ce qui se passe. Donc rapidement, on peut appréhender le système normatif actuel comme un régime, on va dire, tripartite, qui recouvre la production de règles techniques, donc c'est ce que j'appelle la normalisation, l'évaluation en conformité et la désignation officielle des acteurs compétents, ce qui est l'accréditation. Donc ici, on s'intéresse plus à la normalisation. Et au sein de ce régime tripartite, l'élaboration de normes constitue le point de départ ce qu'on peut appeler une chaîne d'autorité de ce régime tripartite, et l'ISO est au centre de cette chaîne d'autorité. En effet, cette organisation internationale est aujourd'hui le plus grand producteur et éditeur de normes. Il est créé en 1947 et au début de son activité normative, l'ISO créait des normes nationales. Mais à partir des années 60, elle connaît un mouvement d'internationalisation qui se traduit par des modifications sur le plan institutionnel de l'organisation. Et à cette époque, l'ISO essaie d'intégrer une nouvelle catégorie de membres, qui sont finalement les pays en voie de développement nouvellement indépendants. Et elle crée une nouvelle catégorie qui sont les membres correspondants, catégorie qui est créée afin de permettre aux pays en voie de développement de jouer un rôle dans les travaux de l'ISO. Donc, l'organisation institutionnalise ces pays en voie de développement et elle crée un organe qui s'appelle le DEFCO dans les années 60, dont le mandat consistait à l'identification des besoins des pays en voie de développement. Mais le DEFCO n'a jamais eu un rôle important. Ce qui est important, à mon sens, son intérêt de cet organisme DEFCO qui représente les intérêts des pays du Sud, ne vient pas de son pouvoir, et ici en l'occurrence c'est plutôt son absence de pouvoir, elle vient plutôt de la signification de la fonction de cet organe au sein de l'ISO, dont la légitimité en tant qu'organe transnational de normalisation est basée sur l'expertise technique. C'est ainsi que dès le premier meeting du DEFCO, dans les années 60, il est affirmé, je cite, que lorsque la normalisation est établie sur la prise de conscience de ses mérites et de ses services, elle se développe de manière moins visible, mais plus constructive. La dimension idéale est donc la clé de l'intégration des pays en voie de développement dans la normalisation technique. Pour ce faire et clôturer toute contestation, je cite encore l'ISO, l'ISO dit qu'une approche pratique devrait être favorisée à une approche théorique, car les jeunes nations sont plus facilement persuadées et formées lorsque nous prenons en charge directement leurs activités immédiates. Donc, pour conclure, je voulais, étant historienne, avoir un peu une perspective sur comment est-ce que les pays du Sud sont intégrés dans la normalisation internationale. Et je pense que les discussions qu'il y a ici montrent que les concepts gramsciens et développés par les néo-gramsciens sont extrêmement pertinents, notamment dans la relation éducative que l'ISO a vis-à-vis des pays en voie de développement, notamment à travers les pratiques d'inclusion que l'ISO essaie institutionnellement de mettre en place pour intégrer ces pays. Et ça, c'est, comment dire, le cadre néo-gramscien permet bien de comprendre comment est-ce que la normalisation fonctionne pour susciter l'adhésion de ces pays. Et de notre côté, la normalisation peut être et doit, à mon sens, être aussi conceptualisée en des termes plus larges sur comment est-ce que le droit est lui-même, je perds mes moyens parce que vous me regardez en me disant il est temps et je ne sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, je voulais développer en fait cette hypothèse de la forme marchandisée du droit qui a été développée à partir de la conception de Gramsci du droit, de sa philosophie de la praxis, et puis qui a été développée à partir des travaux de Pachoukanis et de Baldus.
par Cutler, etc., et qui est, à mon sens, extrêmement pertinent parce qu'il montre qu'il y a actuellement dans le capitalisme moderne, post-moderne, comme le dit Cutler, une homologie entre le droit et, qui fonctionne par équivalence et la production, enfin, l'échange, voilà, et que ces entrées sont extrêmement pertinentes à mon sens, mais qu'elles ne rendent pas vraiment compte de l'ambivalence et de ce type de questions, de pourquoi est-ce que ces pays du Sud ne participent pas à la normalisation, mais trouvent ça légitime, en tout cas trouvent les normes internationales légitimes. Mais je pense que pour la discussion, peut-être on pourra en reparler. Merci. Je suis vraiment peiné que mon regard de fascination admirative lui ait interprété comme répressif. Je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas entendu ce discours il y a 20 ans maintenant, lorsque, travaillant sur quelque chose de très précis, qui était la protection de la vie privée, les lois sur la vie privée, on en était venu, et le principal initiateur de ces interrogations, c'est René Laperrière qui est assis devant moi, on en était venu à se poser la question de l'émergence des normes. Pourquoi? Parce qu'on se demandait quelle était la vie privée par rapport aux cartes de crédit. Et on s'est aperçu que les normes étaient faites totalement en dehors du Québec et qu'il était impossible pour les Québécois d'adopter, pour le Québec, d'adopter une norme sur la vie privée et les cartes de crédit. Alors on s'est posé la question, d'où ça vient ces normes, d'où l'interrogation sur le passage de la norme technique à la norme juridique. Nous avons écrit plein de bouquins là-dessus. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que l'archéologie ou l'historicité de l'institutionnalisation des préoccupations universitaires me semble quelque chose d'important. On avait fondé un groupe qui s'appelait le GRID, le groupe informatique et droit, parce que nous nous étions rendus compte que l'introduction de l'informatique, je vous rappelle que le premier ordinateur est arrivé à Montréal portable, est arrivé à Montréal en 1984, on se demandait qu'est-ce que ça faisait pour le droit, et c'est ce GRID qui a muté vers la normativité, normes techniques, normes juridiques, et qui nous a amené à fonder par la suite le CEDIM, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité de la normativité nationale était d'origine internationale. Alors, si nous tenons aujourd'hui ce colloque du CEDIM, c'est toujours dans cette même filiation de savoir, merde, d'où ça vient le droit et comment ça se fait qu'à un moment donné, ça prend dans un pain et là, on ne peut plus s'en sortir. Alors, la démonstration qui vient d'être faite, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu être faite il y a 20 ans, mais elle était à peine née. À ce moment-là, ça nous aurait sauvé beaucoup de discussions. Alors, nous allons passer maintenant à Ricardo Penafiel. Tous les Montréalais le connaissent très très bien. Je lis qu'il est à l'Université de Montréal maintenant. Je m'en désole parce que je pensais qu'il était à Lyon. On est juste comme invité. Ah, ok. Non, parce qu'il est toujours parmi les nôtres. Et vous le connaissez, alors je ne vous le présente pas. Vous avez 20 minutes. Merci. 20 minutes extensibles. Non. Quand on commence, c'est la norme, c'est la norme. Moi, tu m'as Donc, bonjour. ISO, ça veut dire égalité. Ah oui, On traite tout le monde pareil. Moi, dans ce cas-là, en grec. Donc, mon titre, c'est le discours de lutte contre la pauvreté comme appareil idéologique transnational et lutte contre-hégémonique. Je le rappelle pour moi-même parce que c'est ce qui organise ma conférence, c'est-à-dire le discours de lutte contre la pauvreté est ici présenté comme un cas paradigmatique de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que dans les phénomènes idéologiques, bon, il y a l'idéologie en général, il y a des idéologies spécifiques et pour bien comprendre comment fonctionne l'idéologie, ben, on est mieux de traverser à travers un cas spécifique.
Ce cas-là, donc, qu'est-ce qu'il a de spécifique et d'intéressant, c'est que c'est un appareil biologique, non pas d'État, mais transnational, c'est-à-dire donc qui traverse plusieurs États et en fait l'ensemble, on pourrait dire global ou mondial. Donc, le discours de lutte contre la pauvreté, ce pourquoi il m'intéresse, c'est parce que c'est une forme d'engendrer, une manière d'engendrer un consentement spontané, mais transnational. Donc, ça rejoint beaucoup des préoccupations exprimées ici, dont l'ISO. On pourrait effectivement faire une analyse gramscienne de l'ISO, mais tout est possible, merci. Comment on parvient à légitimer donc une réforme néolibérale de l'État? Quelqu'un demandait ce qu'était le néolibéralisme. Effectivement, on peut dire que c'est du capitalisme, mais articulé à des conditions idéologiques contemporaines, donc d'où l'idée de néo. On peut très bien l'enlever, c'est du libéralisme économique qui s'applique dans des contextes contemporains. Donc, c'est comment est-ce qu'il va se développer une hégémonie à travers le discours de lutte contre la pauvreté. Cette hégémonie, donc, je vais la situer comme un processus ou un élément fondamental dans le processus de changement de langue politique. Je vais vous expliquer à peu près ce que c'est que la langue politique aussi. Mais c'est dans cette idée de changement de langue politique qui procède à une internationalisation, non pas des normes, mais oui, ça devient des normes, des langues politiques, c'est-à-dire que le référent devient international, mais cet international ne connaît plus aucun extérieur. Donc, c'est l'idéologie absolue. C'est pour ça, justement, des questions qu'on avait traitées aujourd'hui où, dans les théories des relations internationales, on parle d'hégémonie sans qu'il y ait de contre-hégémonie. Ce que Georges rappelait tout à l'heure, le fait que ces théories voyageuses font en sorte que on a importé un concept qui impliquait donc un rapport entre l'État et la société civile, ou la société politique et la société civile, et que dans le système international, il n'y a pas d'État ni de société civile. Donc, c'est un peu pour essayer d'articuler ces notions-là. Je vais le faire à travers le cas de la langue politique. Et donc, la troisième partie est lutte contre-hégémonique. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi la conscience pratique ou le sens commun. C'est-à-dire que je vais voir que pour que ce système-là qui prétend être total, donc ne pas avoir d'extérieur, entre dans une relation hégémonique, ça prend un contre-pouvoir hégémonique qui le remet en question. Sans cette remise en question, ça apparaît comme l'objectivité même des choses et il n'y a pas de politique. Donc pour qu'on puisse parler de ça comme une force hégémonique, ça prend nécessairement une force contre-hégémonique et je vais la situer dans les soulèvements populaires. Je vais prendre aussi le cas donc de l'Amérique latine, mais symptomatiquement, on voit des indignés, des Occupy et autres soulèvements populaires qui surgissent un peu partout. C'est peut-être le symptôme, justement, de l'époque. Et justement, par rapport à ça, on va parler de guerre d'opposition. Gramsci, lorsqu'il parlait de guerre d'opposition, il disait très bien qu'on ne choisit pas le type de guerre qu'on va faire, mais qu'on choisit les guerres en fonction de la situation du terrain et du type d'ennemi qu'on a face à nous. Donc, à moins d'être assez puissant pour imposer un type d'action, on doit faire avec ce qu'on a. Donc, je vais prendre la perspective des subalternes comme perspective épistémologique pour essayer de comprendre la situation actuelle. Et donc, je prends ce symptôme-là des soulèvements populaires comme une conscience pratique, une manière à travers laquelle les populations subalternes réagissent à un type de domination et comment est-ce que cette perspective-là peut nous aider à comprendre la situation actuelle. Ça va pour le plan? Oui. Bon. Ça dépend ce que tu vas mettre dedans. Donc, discours de lutte contre la pauvreté, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça surgit dans les années 80 comme réaction au programme d'ajustement structurel, l'UNICEF, le PNUD et tous ces intellectuels organiques traditionnels, c'est-à-dire qui reproduisent des intérêts d'une institution, qui elle reproduit des intérêts du capital. Donc, ces gens-là vont s'outrer
sur une raison humaniste, en fonction justement une idéologie des droits humains, ils vont dire les programmes d'ajustement structurel, c'est terrible, c'est en train d'affamer les gens. Il y a des émeutes, justement, les émeutes de la faim qu'on les a appelées, mais d'autres ont appelé ça les émeutes de l'austérité. Donc, on touche sur le bouton panique et puis on dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Et le rapport qui a sonné l'alarme s'appelait Adjustment with Human Face. Donc, on le voit, bon, moi je fais de l'analyse du discours, donc on voit dans ce simple énoncé-là que l'ajustement, il est postulé. Il est hors de question de remettre en question l'ajustement. On cherche juste des modalités pour finalement le rendre humainement viable. D'ailleurs, on parle aussi de capitalisme à visage humain. Donc, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment est-ce que l'ONU essaie de préserver la paix mondiale en sauvant des corps dans un sens biopolitique. C'est normal si ça fonctionne. C'est pas ça qui est vraiment intéressant dans l'exemple de la lutte contre la pauvreté comme manière d'engendrer un consentement. C'est lorsque des ONG, bon, qui encore, elles, sont relativement téléguidées, incorporées dans l'autre camp, mais des mouvements sociaux, des mouvements qui essayent pas seulement sauver des vies, mais même qui aspirent à des changements sociaux, en viennent qu'à utiliser. Ici, il y avait justement la coalition opposée à la comment ça s'appelait? Contre la pauvreté, qui avait fait signer une loi, mais on a vu que c'est pas parce qu'on inscrit dans un texte de loi que ça change quoi que ce soit à la pauvreté. Chrétien, en 1989, avait fait de la lutte contre la pauvreté le principal objectif de son gouvernement, et la pauvreté a augmenté symptomatiquement pendant cette période-là. Donc, mais c'est cette idée-là, c'est qu'à un certain moment donné, les personnes comme Bono, justement, qui vont dire on a les moyens techniques, on est le premier moment dans l'histoire de l'humanité où on a la richesse et les moyens techniques pour combattre la pauvreté. Donc, lorsque ce discours-là commence à être repris par des gens qui sont opposés au néolibéralisme, aux réformes néolibérales de l'État, on peut voir là une idéologie fonctionner. C'est-à-dire que les intérêts de la classe dominante sont incorporés, repris et réarticulés par les subalternes. Donc, comment est-ce que ça procède, pour aller très très vite, parce que c'est même pas de ça spécifiquement que je veux parler, ben, il y a ce qu'on appelle un impératif catégorique. Et ça, je parle de l'impératif catégorique parce qu'on parlait de l'idéologie des droits humains et aussi de l'idéologie de l'urgence, qu'Agamben a très bien analysé pour montrer comment est-ce qu'il y a une pérennisation de l'état d'exception ou une banalisation de l'état d'urgence. C'est magnifique l'impératif catégorique qui vient de Kant, c'est justement l'idée qui est toujours morale, c'est de dire on ne pourra jamais justifier les fins ultimes, il faut donc partir de quelque chose qui ne fasse problème à personne, en fonction de ça on va pouvoir tirer les conséquences. Donc on va imposer des réformes en fonction d'un impératif catégorique qui s'impose de manière morale. Et bien évidemment que sauver des vies dans l'urgence ou lutter contre la pauvreté, il y a très peu de gens ici dans la salle, peut-être à part moi, qui pourraient dire qu'ils s'opposent à la lutte contre la pauvreté. On veut tous éliminer la pauvreté. Et donc, on part de ce principe moral-là, et à partir de là, il y a immédiatement dans le fonctionnement du discours ce que j'appelle une contrainte constitutive de quantification. Dans le discours, on dit explicitement, le PNUD est le premier à le dire, que la Banque mondiale le dise, on peut s'en douter, mais que le PNUD ou l'UNICEF le dise, il dit qu'il faut situer spécifiquement où sont les pauvres, comment ils vivent, pour pouvoir bien intervenir, parce que sinon on ne pourra pas éliminer la pauvreté. Bon, on n'a jamais eu de politique ciblée en Occident et on a éliminé la pauvreté, mais ça, c'est pas très grave, ils ne sont pas très historiens. Je parle de la pauvreté définie comme $1, la pauvreté abjecte, donc ou l'indigence. Donc, cette contrainte constitutive de quantification, c'est qu'on va cibler, et ça c'est un magnifique outil pour délégitimer l'État, c'est-à-dire que l'État universel, républicain, et la notion de droit qui s'appliquerait à tous, puisque même, ça c'est parmi les oxymorons qu'ils inventent, c'est pour que tout le monde ait des droits, donc des droits pour tous, on doit cibler des catégories spécifiques. Donc sinon, les gens ne pourront pas tous avoir des droits.
Donc, de cette manière-là, on va redéfinir le rôle de l'État parce que le rôle de l'État doit être concentré spécifiquement sur les plus pauvres parmi les pauvres. Dans ça, et comme je vous dis, je vais très vite, il surgit la catégorie des non-pauvres. Mais les non-pauvres, en fait, c'est pas les entrepreneurs. Les entrepreneurs, eux autres, ils sont jamais définis comme non-pauvres. Les non-pauvres, c'est ceux qui veulent détourner l'argent de l'État. Donc, les étudiants qui demandent l'éducation gratuite, ils détournent les deniers de l'État qui devraient aller vers les catégories spécifiques ciblées, donc parce qu'on a une contrainte constitutive de quantification. Si on ne sait pas qui sont les pauvres, où est-ce qu'ils se trouvent et tout ça, on gaspille nos ressources. Donc, c'est comme ça qu'au lieu de dire il faut couper l'État universel, l'universalisme de l'État, on a dit juste à dire il faut lutter contre la pauvreté et comme ça marche. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que c'est très efficace pour justifier un démantèlement de l'État. Bon, je ne peux pas continuer tous les autres cas par rapport à la santé, les hôpitaux et tout ça. Il y avait le manifeste des Lucides qui reprenait exactement. J'avais commencé par le discours de la Banque mondiale, mais après ça, n'importe quel discours de la Fondation Gagnon, de n'importe quoi vous prendrez, vous allez trouver ces mécanismes-là. Donc, c'est ça, ce qui est fascinant avec un discours, c'est que ça se reproduit et que ça circule. Donc, des Bouchard et des Lucides de ce monde essayent d'en passer une vite, ça, c'est normal. Mais comment ça se fait que des groupes de gauche opposés au néolibéralisme l'utilisent? Eh bien, bon, il y a l'histoire de l'impératif catégorique, mais il y a ce que j'appelle aussi la compétence énonciative. C'est-à-dire que pour avoir un quelconque effet dans une scène particulière, il faut qu'on parle le langage de cette scène-là. Sinon, on n'a pas la compétence énonciative, on est des locuteurs non autorisés de tel ou tel espace. Donc, les groupes de pression qui cherchent à défendre des populations vulnérables, bon, ils vont commencer à développer toute une série de statistiques morbides pour dire voilà pourquoi il faut lutter contre la pauvreté. Et c'est comme ça qu'ils vont tendre à reproduire donc cette idéologie-là à travers cette compétence énonciative-là. Ça, je le prends comme exemple paradigmatique d'un changement beaucoup plus grand. Il y a par exemple justement parmi les choses la bonne gouvernance, c'est un autre, c'est relié à ça. Justement, c'est relié aussi au capacity building, c'est-à-dire que un des paradoxes, c'est comment ça se fait que ça fait 20 ans qu'on lutte contre la pauvreté et que la pauvreté ne régresse pas. C'est parce que les États sont faibles, ils n'ont pas les capacités pour le faire, donc on va faire la promotion du capacity building, c'est-à-dire que le Nord va aller enseigner aux pays du Sud comment être transparent. Voilà. Plus, donc on va leur imposer. Et par exemple, le prix Nobel d'économie, Amartya Sen en 1998, a développé le concept d'opportunité. Donc on va avoir là-dedans toute une ingénierie qui est capable de s'exporter et s'exporter très bien parce qu'elle passe très bien. Bon, ça, ce n'est pas. Là, on déborde du discours de lutte contre la pauvreté. On rentre dans une redéfinition du rôle de l'État à travers une idéologie qu'on pourrait appeler néolibérale, mais s'il y en a que ça dérange, c'est pas bien grave. Pour l'Amérique latine, il y a eu les transitions démocratiques dont parlait notre collègue tout à l'heure. On va imposer donc une conception hobbesienne de l'État où est-ce que l'État doit assurer la sécurité des individus pour permettre à une société civile, non pas dans le sens gramscien, mais peut-être hegelien du terme, une société civile de se développer, une société civile aussi dans un sens donc aussi hobbesien, c'est-à-dire des individus privés qui entretiennent entre eux des échanges marchands. Pardon. Ce modèle-là, qui s'impose donc à travers le discours de lutte contre la pauvreté, la transitologie, une conception positiviste du politique, une série de normes, eh bien, il est effectivement reproduit surtout par les élites d'Amérique latine qui, pendant la période de transition démocratique, vont incorporer cette idéologie-là de la mondialisation heureuse et tout ça.
et imposer des changements majeurs aux constitutions et aux scènes politiques du continent. Là, j'en arrive donc à l'idée de internationalisation des langues politiques. Donc, une langue politique, pour aller très vite, c'est que, quelle est la valeur, par exemple, du prolétariat, des travailleurs, justement? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un prolétariat s'il n'est pas articulé politiquement en tant que classe au sujet de l'histoire? Non, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un travailleur lié à un patron par un contrat de travail se transforme en prolétaire? C'est à partir du moment où il est situé dans un système de sens qui lui donne la valeur de sujet de l'histoire. S'il n'est pas situé dans cette trame-là, il n'y aura pas la conscience de soi d'être ce sujet de l'histoire-là. La langue politique est quelque chose qui va se faire en fonction de diverses versions narratives de l'histoire qui vont, en se confrontant, vont devoir se reconnaître. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, on va reconnaître, par exemple ici au Québec, que les investisseurs valent beaucoup plus au moment où est-ce qu'on vient pour faire des redevances minières que les étudiants. C'est-à-dire aux étudiants, on peut leur imposer sans aucun débat une hausse déguisée, mais aux minières, on va négocier jusqu'à ce qu'on arrive à un point d'accord. Donc, la valeur de l'entrepreneur, la valeur que va avoir la Banque mondiale, la valeur que vont avoir les différentes forces d'une scène politique est établie dans des rapports de force qui sont anonymes, c'est-à-dire qui s'établissent en fonction de la reconnaissance ou non de certaines forces. Donc, certaines forces peuvent apparaître, comme celles des entrepreneurs qui n'ont pas toujours eu une valeur de force politique, et même de garant et de juge de l'ensemble, parce que justement dans cette langue politique internationalisée, on va souvent dire aux pays du tiers-monde, mais si vous faites cela, bien ici aussi, on se tiers-mondise nous-mêmes, si vous faites cela, ou si on fait cela, on va nous enlever notre code de crédit, les investisseurs ne vont plus venir. Donc, de non-acteurs qui pouvaient être dans une scène politique où on pouvait envisager sans problème de nationaliser les ressources, il se transforme en méta-juge de la scène politique pour dire on n'est pas redevable vis-à-vis de notre population, on est davantage redevable vis-à-vis des investisseurs étrangers. Donc, tout ça pour dire que donc, les scènes politiques sont contingentes, il n'y a pas la valeur des différentes forces, n'est pas donnée d'avance par la structure, mais est relative à ces rapports de force idéologiques-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est toute la notion d'hégémonie de Gramsci. Pourquoi Gramsci, justement, tout à l'heure on en parlait, Gramsci, pourquoi est-ce qu'il commence à se poser la question sur l'idéologie et sur la guerre de position? C'est parce que les fascistes vont rafler en quelques années tout le travail idéologique que le Parti communiste et le Parti socialiste ouvrier, et ainsi de suite, avaient pu faire avant, ou même les anarchistes. Donc, on avait conquis des espaces dans la société civile, et tout d'un coup, les fascistes vont déplacer le front de lutte. Dans ce déplacement-là, les tranchées donc, qui étaient d'un camp vont changer de camp, et c'est comme ça que donc va surgir l'idée de la contingence de la conscience de classe, c'est-à-dire qu'elle ne surgit pas directement de la position dans la structure, mais qu'elle dépend de rapports idéologiques dans lesquels les intellectuels et les appareils idéologiques d'État ont un rôle. Donc, là-dedans, quelle est la valeur que vont avoir les populations d'Amérique latine ou les populations d'ici lorsque, justement, dans l'exemple des entrepreneurs, ce n'est plus la légitimation démocratique au nom des intérêts du peuple, mais qu'on va mettre au-dessus les intérêts des entrepreneurs. Ça fait partie de la langue politique. S'il n'y a personne pour remettre en question ça, c'est là qu'on a des élections où est-ce qu'on n'a que des partis politiques de droite qui sont élus et une petite fraction de partis critiques qui, en plus, cherchent à se recentrer davantage. Donc, dans cette lutte, dans ces luttes idéologiques-là, donc la définition du front, de la ligne de front, elle est variable. Il n'y a pas une opposition entre 1% contre 99%, parce que le 1% réussit à faire en sorte qu'il y a toute une série de classes qui ont une conscience biaisée par rapport à l'idéologie.
Donc, par rapport à la remise en question de tout ça à travers les soulèvements populaires, bon, j'ai évoqué tout à l'heure que dans les années 80, il y a eu des soulèvements populaires qu'on a attribués à la faim ou l'austérité. Eh bien, si la faim et l'austérité amenaient immédiatement et directement des soulèvements populaires, il y en aurait partout et en tout temps. Donc, on ne peut pas dire que ces soulèvements spontanés sont spontanés dans le sens de génération spontanée, mais on doit les analyser comme, justement, comme Rosa Luxembourg, qui, oui, Gramsci a parlé de Rosa Luxembourg, on disait tout à l'heure que non, oui, il y en a parlé justement en disant que la conception du spontanéisme de Rosa Luxembourg, mais également de Sorel, était de l'économicisme dans la mesure où si les foules se soulevaient comme ça, ce serait parce que les conditions d'oppression seraient suffisantes en elles-mêmes. Parce que Gramsci, ce qu'il voulait, c'était de préserver le rôle du parti et des intellectuels dans l'attribution de la conscience. Sauf que ce n'était pas un léninisme. La différence, et c'est pour ça qu'il se trouve entre Lénine et Rosa Luxembourg, c'est que justement, il s'intéressait à la conscience pratique qui était issue du sens commun, qui pouvait devenir du bon sens. C'est-à-dire, autrement dit, il y a des intuitions parmi les masses qui vont faire en sorte qu'ils vont percevoir bien avant l'intellectuel où est-ce que ça fait mal. Et donc, ces soulèvements-là, c'est en quelque part le révélateur d'une conscience populaire que l'on doit, comme intellectuel, bon, si on veut être organique, on manque un peu de parti, mais si on veut tant soit peu contribuer à ces luttes-là, c'est notre devoir d'essayer de recueillir ces interpellations-là que font ces soulèvements-là. Ça peut être aussi des mouvements sociaux, ça peut être aussi, il y a toutes sortes de choses. Moi, c'est pourquoi je m'intéresse aux soulèvements spécifiquement. C'est d'abord parce que je trouve que c'est une catégorie spécifique de l'époque, mais aussi parce que il montre le fait, tout à l'heure je vous parlais qu'une langue politique avait des forces qui étaient nommées et reconnues comme forces. En fait, c'est qu'on a un système politique qui est une série de régimes délégatifs où donc une élite prend des décisions et en fonction de cette décision-là, elle dit « Moi, j'ai ma légitimité procédurale », c'est ce qu'on a imposé aussi dans les transitions démocratiques, mais c'est ce que Charest revendiquait pendant le printemps érable. Il dit « J'ai été élu », pas juste Charest, toute la gang de ministres qui parlait contre le Carrero, « J'ai été élu et au nom de cette élection-là, j'ai tous les droits, c'est moi qui légifère et la rue n'a rien à dire. » L'expression publique d'une contre-opinion, d'une contre-hégémonie, devient équivalent à la violence parce qu'elle questionne le monopole, pour conclure, parce qu'elle questionne le monopole de la violence légitime. Bon, on parlera de violence tout à l'heure si vous voulez, mais de manière bien précise, donc, c'est qu'on a le développement de technodémocraties qui sont des démocraties autoritaires. Autrement dit, c'est des régimes délégatifs autoritaires, et c'est pour ça que les soulèvements sont le seul espace qui reste, ou en tout cas le principal, pour exprimer toutes ces catégories-là exclues d'une scène politique qui est élitiste. Même lorsqu'elle reconnaît un syndicat ou un mouvement social, on va faire des catégories qui permettent la reproduction du système, pacifié de ce système-là, et donc il y a énormément de personnes qui sont en dehors de ça, et cette interpellation-là que font les masses doivent nous pousser à aller beaucoup plus loin que seulement parler d'une mosaïque de singularité, comme dirait Négri, parce que ces singularités-là, c'est des mouvements sociaux, c'est des groupes communautaires et tout ça, mais on les connaît déjà. C'est parce qu'il y a une réalité immensément plus grande qui s'exprime à travers ces soulèvements-là. C'est à partir de cette perspective-là qu'on doit rebâtir une interprétation de l'ensemble de la structure et de la situation historique. Merci, Ricardo. 3 remarques très rapides. Premièrement, je suis étonné, j'espérais, toi qui es un spécialiste de la classe, qui lui-même est un étudiant d'Emilio de Hippola, qui était un étudiant un collègue de Jean-Marc à un moment donné, et qui a été initié certainement à Gramsci. J'espérais que tu nous arrives avec une autre vision du gramscisme, qui est celle qui vient d'Argentine
et qui a une couleur un peu particulière. Tu n'en as pas parlé du tout, alors que tu connais ça, il me semble. La deuxième. J'en avais déjà parlé aussi. Ah bon, excuse-moi. La deuxième chose, c'est que je voudrais juste rappeler que lorsque tu parles de pauvreté, j'étais là quand ça a été élaboré, cette affaire-là, 92-94 aux Nations Unies, dans le cadre du sommet mondial sur le développement social. Et on avait inventé les catégories suivantes. La pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir la même somme d'argent que les autres. La pauvreté criante, c'est le fait d'avoir dans un domaine particulier un manque criant. La pauvreté extrême, c'est de ne pas d'avoir moins de 2,50 $ par jour pour manger. Et la pauvreté absolue, c'est avoir moins d'$1 par jour. Et les Nations Unies se sont engagées à éradiquer la pauvreté absolue. Alors, c'est un peu comme le président Bush, là, quand on lui a dit les enfants ne mangent plus de légumes, et il avait décrété que le ketchup, c'était des légumes, puis ça avait augmenté la proportion de légumes que les enfants mangeaient. C'est une question de définition, c'est une question juridique. Quelles sont nos catégories? Et puis, je profite de maintenant pour poser ma question pour tantôt, parce qu'après ça, je vais être obligé de donner la parole aux autres. Tu as dit que le concept d'hégémonie chez Gramsci nécessitait la définition d'une contre-hégémonie. Je ne suis pas sûr. Il me semble que tu peux avoir l'hégémonie tout court et tu n'as pas besoin d'en avoir une contre-hégémonie. Tu peux travailler à la construire, mais l'hégémonie peut exister sans contre-hégémonie. Alors, mets ça dans ta tête, Ricardo, puis tu me répondras tantôt. Alors, M. Durand nous arrive de Paris, je n'avais pas le plaisir de le connaître, et il va nous parler de l'Europe, continent oublié, semble-t-il, et maltraité, dont la jeunesse est maltraitée. Alors, qu'est-ce que Gramsci nous propose dans cette conférence? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, mon intervention va être d'une certaine façon un cas pour montrer en quoi Gramsci peut être opérationnalisé, en quoi on a un Gramsci opérationnel qui, dans une conjoncture extrêmement complexe, mêlant l'économique et le politique, dans laquelle on a du mal un peu à comprendre ce qui se passe, mobiliser les concepts gramsciens peut nous permettre d'y voir beaucoup plus clair et du coup aussi d'avoir une capacité peut-être à réfléchir, à agir sur une conjoncture particulière. Donc cette intervention préparée avec Razmig ici, qui est extraite d'un livre à paraître à la Fabrique ce mois-ci qui s'appelle En finir avec l'Europe, qui est une collection d'essais sur la crise européenne, s'intitule Un césarisme bureaucratique, une lecture gramscienne de la crise européenne. Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas n'importe comment. Il se casse suivant cette direction de clivage en des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure de cristal. Alors ce constat, effectué par Freud dans les années 30 à propos des malades mentaux, s'applique également aux malades politiques, et en particulier à l'européenne, structure fêlée et fissurée aujourd'hui si l'on veut. En effet, la crise économique ouverte en 2007 a révélé au grand jour comment des contradictions inhérentes à la construction européenne sont toujours actives, sont toujours là sous-jacentes et peuvent déterminer sa fragilisation, sa transformation. En particulier, a été démontrée la capacité de l'Union européenne à se transformer en régime politique autoritaire, disposé à suspendre les procédures démocratiques en évoquant l'urgence économique. Et là, on a une série d'exemples, en particulier des gouvernements élus contraints de démissionner, remplacés par des technocrates sans aucune légitimité démocratique, proéminence et prééminence d'institutions présumées neutres, comme la Banque Centrale Européenne, effacement du rôle du Parlement européen. Donc là, on a toute une série de régressions démocratiques tout à fait spectaculaires. Alors, pour comprendre cette dynamique antidémocratique ou d'endiguement de la démocratie, dont on imagine difficilement qu'elle soit réversible, ça semble être une tendance qui s'affirme de manière très marquée, il nous a semblé utile de mobiliser Gramsci, qui dispose d'une théorie des crises, une théorie des crises particulièrement intéressante parce que justement, elle ne se limite pas à l'économique ou strictement au politique, mais au contraire, elle essaye de combiner les deux, de montrer comment dans une situation de crise, on a une combinaison de l'économique et de politique originale. Et c'est exactement ce qu'on a été chercher pour comprendre ce qui se passait dans la conjoncture européenne. Alors en particulier, on s'est intéressé au concept de césarisme, et Gramsci parle de césarisme pour
pour évoquer la propension des régimes démocratiques à manifester certains penchants autoritaires en temps de crise. Et alors, les Césars, bien sûr, sont souvent issus d'institutions militaires, mais pas toujours. Il évoque en particulier le cas de l'Église, de la finance ou de la bureaucratie étatique, qui peuvent jouer le rôle de César dans des situations de crise. Alors, les dynamiques aujourd'hui à l'œuvre au sein de l'Union européenne évoquent justement une forme de césarisme, un césarisme qui ne serait pas militaire, mais bureaucratique et financier. Et on va essayer de voir un peu comment la crise européenne s'est déroulée, en quoi les concepts de crise chez Gramsci peuvent être mobilisés pour comprendre cette crise, et puis proposer d'une certaine façon une décomposition des aspects gramsciens de la crise européenne. Donc les trois parties qui vont être évoquées, d'abord c'est une périodisation rapide de la crise, ensuite dérouler l'idée de crise organique et pourquoi aujourd'hui ce qui se passe en Europe est une crise organique, et ensuite évoquer les caractéristiques en termes gramsciens de cette crise organique européenne. Alors, très rapidement sur la périodisation, pour en discuter si vous voulez, mais on peut évoquer 4 moments dans cette crise européenne. D'abord 2007. En 2007, c'est la crise des subprimes, révélée en particulier par le fait que la BNP, à un moment donné, doit suspendre la cotation d'un de ses fonds parce qu'il n'y a personne pour acheter ses produits. Donc, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a toute une série de produits financiers qui n'ont pas d'acheteur, n'ont pas de prix, et il y a des défiance qui se généralisent. Qu'est-ce qui se passe au niveau européen à ce moment-là? Il se passe 2 choses. D'abord, il y a la conscience, la prise de conscience qu'il y a un vrai hiatus entre un système bancaire qui est extrêmement intégré et des structures de supervision du système bancaire qui ne sont pas du tout, qui sont restées nationales. Donc là, il n'y a pas de réformes qui sont engagées, mais il y a des débats qui émergent autour de ça. Puis deuxièmement, il y a la Banque Centrale Européenne qui déjà amorce le rôle qu'elle doit avoir dans son centrale dans la période qui suit, qui est d'assurer un rôle de prêteur en dernier ressort auprès des banques. Et déjà, à ce moment-là, il y a des problèmes de liquidité importants qui sont mis en place. Deuxième temps, c'est évidemment le moment paroxysmique de la crise, autour de la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, et où là, le système mondial est véritablement au bord de la faillite. Le système financier mondial est au bord de la faillite. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 2008? Les États où ça va massivement, vous ne pouviez plus aller chercher de l'argent au guichet. Le système mondial de paiement est au bord de l'effondrement. Et donc là, on a un moment très particulier où les banques centrales et les États vont jouer un rôle de type quasiment keynésien, dans une période très brève, mais d'assumer un rôle pour encaisser le choc de la crise. Alors, au niveau européen, ça va se manifester de quelle façon? De 2 façons. D'abord, la Banque Centrale Européenne, dans le système international des banques centrales, va jouer un rôle de sauvetage à court terme du système financier, mais également, on voit monter en puissance un deuxième acteur qui va être la Direction Générale de la Concurrence. Pourquoi la Direction Générale de la Concurrence? Parce que c'est elle qui va coordonner les plans d'aide aux banques par les États. On va avoir des recapitalisations des banques, mais en même temps, il faut maintenir la fiction d'un régime de concurrence relativement équitable. Donc, tous les États vont devoir aller faire la queue auprès de la Direction Générale de la Concurrence pour soumettre leur plan qui va arbitrer, va organiser, si vous voulez, d'une certaine façon, ces plans d'aide au système bancaire. Bon, puis troisième élément qui est important, c'est la suspension de la normalité budgétaire, puisque les normes de Maastricht en termes de déficit budgétaire vont être, le dépassement de ces normes va être autorisé pour tout le monde, pour tous les États, pour leur permettre d'avoir des déficits plus importants en 2009 pour encaisser le choc de la crise. Donc là, vous voyez, on a une série d'éléments qui apparaissent. La troisième phase, c'est à partir de 2009. Et 2009, c'est quoi? C'est le moment où on fait un tournant vers l'austérité. La parenthèse keynésienne de 2008-2009 se referme à partir de l'automne 2009. Et à ce moment-là, l'Europe va devenir petit à petit l'épicentre de la crise globale. Le moment, alors 2009, c'est le moment où on voit, si on regarde un peu les taux, l'écart entre les taux d'intérêt des pays de la périphérie, de la banque et de l'Allemagne. Les taux d'intérêt commencent à s'élargir à partir de l'automne 2009. C'est le moment des élections en Grèce, où on se rend compte que finalement les technos, ce n'était pas exactement ça. Bon, et on arrive en mai 2010, où là, on a véritablement un moment de crise tout à fait majeur, avec le premier plan de sauvetage de la Grèce. Et là où on voit que l'Union européenne est obligée de se redéfinir, puisqu'il était prévu explicitement qu'il n'y aurait pas de bail-out, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de plan de soutien à un État en difficulté. Donc là, l'Union européenne doit inventer un plan de sauvetage, et on voit une série de nouvelles institutions émerger, en particulier le Fonds européen de stabilité financière, et un rôle de la BCE tout à fait important qui intervient dans le cadre de la Troïka, la BCE, la Commission et le FMI, qui sont les 3 acteurs qui correspondent à ce nouveau type de structure pour gérer la crise européenne, une structure ad hoc. Alors un élément important qu'on voit émerger dans cette période, c'est l'affirmation, au premier plan de manière extrêmement brutale, d'un nouveau personnel politique.
On voit émerger par exemple à la tête du FESF, du Fonds européen de stabilité financière, Klaus Regling, qui est un ancien du FMI, un ancien du ministère allemand des Finances, mais également quelqu'un qui a travaillé dans la banque privée et qui dirigeait une société de conseil juste avant la crise à Londres. Donc quelqu'un qui était vraiment très lié organiquement à la finance internationale. Jacques Delarosière, qui va être celui qui va être chargé de faire un rapport sur le système bancaire européen et sa réforme, et lui-même un conseiller du dirigeant de la BNP Paribas, Michel Pebro. C'est quelqu'un qui est également vient du FMI. Bon, si on prend cette entité-là, qui est le groupe qui va être chargé de penser la réforme du système bancaire européen, sur les 8 membres, 4 sont directement liés à des grandes institutions bancaires internationales, Goldman Sachs, BNP Paribas, Lehman Brothers et Citigroup. Donc vous voyez vraiment, on a la finance qui est au premier plan, y compris en termes de biographie, si on regarde les choses. Alors si on passe maintenant à la dernière phase, quatrième phase, qui se déroule encore aujourd'hui, on pourrait discuter de la périodisation, mais c'est pour voir les choses un peu plus claires. C'est le moment où cette crise, non seulement l'Union européenne est l'épicentre de la crise mondiale, mais la crise devient de plus en plus une crise politique. Elle contamine d'autres secteurs. On a le choc financier de 2008, choc économique social de 2009. À partir de 2010-2011, en Europe, on a une continuation politique de cette crise. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette montée en puissance de la crise? D'abord, il y a une généralisation, ça va de la Grèce, ça s'étend à l'Irlande, à l'Espagne, au Portugal, on a des degrés divers. L'Espagne n'a pas encore formellement eu un plan de sauvetage, mais c'est tout comme. Donc le cœur de l'Europe semble vulnérabilisé. On voit également s'affirmer cette fois-ci une institution tout à fait importante, qui est l'Institut de la finance internationale, qui est le lobby des grandes banques, et qui intervient de manière très précise, très directe dans la décision européenne. Très précise, très directe, ça concerne non seulement les points sur lesquels ils interviennent bien évidemment, mais aussi les moments où ils sont là. Pendant les sommets, ils sont dans les couloirs. Il y a des réunions entre les représentants de ce lobby et les réunions des gouvernements pendant les pauses au milieu même des sommets européens. Donc c'est vraiment, ils sont au cœur, y compris physiquement, du processus de décision. On a également une crise politique tout à fait manifeste avec une série de démissions de gouvernement. On a Papandreou qui propose un référendum avec le succès que vous savez, puisqu'il est aussitôt démis par les dirigeants européens qui le poussent à la porte et qui entraîne son remplacement par Lucas Papademos, qui lui aussi est un ancien banquier central et rejoint un peu les profils que je vous ai décrits tout à l'heure. On a Silvio Berlusconi qui, lui, est mis dehors par Olli Rehn, le commissaire aux affaires économiques européens, et par la Banque centrale européenne, et qui est remplacé par Mario Monti, qui est aussi un clone de Larosière, Regling et Papademos, qui, lui, est passé par Goldman Sachs. On a également... on a également un principe plus général qui s'affirme à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à quelle va être l'Union européenne nouvelle période. Et de manière explicite, dans un rapport co-signé par Jacques Delors, peut se résumer par la formule suivante. La souveraineté s'arrête là où la solvabilité s'arrête. Et ce principe va être, si vous voulez, le point de réflexion autour duquel s'articule la mise en place d'une série de nouveaux dispositifs politiques européens. On a également une nouvelle dimension qui apparaît de façon tout à fait spectaculaire. C'est une série de personnes, les hommes en noir de la Troïka, comme les qualifiera Mario Rajoy, qui vont dans les pays sous assistance pour surveiller très concrètement la mise en place des mesures demandées. Voilà, dernier élément pour décrire, et qui date de l'été dernier, c'est l'affirmation évidente du pouvoir essentiel, central, décisif de la Banque centrale européenne. Le moment où la crise financière commence à être mise sous contrôle, c'est pas par les accords faits par le gouvernement. Aucune des décisions prises par le gouvernement n'a réussi à calmer les marchés, jamais. Le moment où ça a lieu, c'est lorsque l'été dernier, Mario Draghi déclare « La BCE est prête à faire tout ce qu'il faut pour préserver l'euro, et croyez-moi, ce sera suffisant ». Ça veut dire qu'en gros, la Banque centrale européenne se met en position de jouer un rôle de prêteur en dernier ressort, qu'elle s'était des États qu'elle n'avait pas accepté jusqu'à présent d'endosser explicitement ce rôle-là, mais ce rôle de prêteur en dernier ressort se fait conditionnel, c'est-à-dire conditionnel à l'acceptation des réformes néolibérales par les gouvernements. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne a les moyens de contenir les crises, mais c'est elle qui va évaluer si oui ou non les critères sont remplis par les gouvernements pour pouvoir bénéficier à cette aide. Donc elle dispose d'un pouvoir politique considérable.
Bon, voilà un peu pour cette périodisation très rapide de l'Union européenne. Alors, en quoi Gramsci peut nous aider à penser ça? Ben, le point de départ, c'est peut-être le concept de crise organique. Pour Gramsci, la grande récession dans laquelle on est rentré aujourd'hui, on pourrait penser que, comme Gramsci l'avait vu pour la Grande Dépression des années 30, c'est une grande crise dans le sens où c'est une crise qui ne se limite pas au champ économique, hein, mais qui déborde le champ économique pour traverser l'ensemble du corps social, y compris la sphère institutionnelle et politique. Et cette conception gramscienne des crises est étroitement liée à sa conception, à sa théorie de l'hégémonie. Alors, chez Gramsci, on en a déjà beaucoup parlé, il y a différents types de crises et différents types de sociétés, société orientale, société occidentale. Dans les sociétés orientales, la crise a une dimension catastrophique. Hein, et c'est ce qu'on imagine, enfin on peut penser par exemple à l'effondrement de la Russie tsariste et à la révolution bolchevique, qui est typique de ce type de société où la société civile est informe et finalement ne peut pas contenir les contradictions générées par une crise. Inversement, en Occident, hein, les crises économiques sont le plus souvent contenues, amorties par un système de tranchées, de fortification de la société civile. Et par conséquent, on a une plus grande résilience au choc hein, de ces sociétés. Alors le concept clé, bien sûr, ici, c'est celui de bloc historique. Qu'est-ce que c'est pour Gramsci que le bloc historique hein? C'est le moment de fusion, l'unité dialectique entre la superstructure et l'infrastructure. C'est le moment où le contenu économico-social et la forme éthico-politique s'identifient concrètement. Donc ce point essentiel, ce moment essentiel du bloc historique est testé pendant les crises. Une crise teste la solidité d'un bloc historique. Et un bloc historique qui ne tient pas le choc face à des turbulences économiques de moyenne ampleur ne mérite pas le nom de bloc historique. Ça serait un phénomène peut-être morbide hein, du type... Gramsci a toute une discussion autour de ces pseudo-blocs historiques, ces phénomènes morbides, blocs historiques mornés ou dégénérés qui ne sont pas capables de stabiliser une société pendant une période relativement importante. Mais un véritable bloc historique, lui aussi peut rentrer en crise. Et le moment où un véritable bloc historique entre en crise, c'est justement le moment d'une crise organique. C'est le moment où la crise économique contamine l'ensemble des sphères sociales, économie, politique, mais également culture, morale, sexualité. Et c'est le moment, cette crise organique, on peut également l'appeler une crise d'hégémonie, dans le sens où c'est une crise de l'État dans son ensemble, une crise de la société civile et de l'État intégral, c'est-à-dire de la société politique et de la société civile. Alors, en quoi y a-t-il aujourd'hui, est-ce que ce concept de crise organique est adapté pour penser la crise qui a lieu aujourd'hui en Europe? Alors l'hypothèse que l'on défend, c'est que oui, hein, il s'agit d'une crise organique, et on va avancer on va s'appuyer sur trois éléments pour suggérer ça. La première idée, c'est que, en fait, il n'y a pas véritablement de bloc historique au niveau européen, et que la crise révèle le caractère inachevé du bloc historique européen. La deuxième chose, c'est que ce bloc historique européen est inachevé pour plusieurs raisons, mais une des raisons importantes, c'est l'absence ou la faiblesse des intellectuels organiques, et donc l'incapacité de réinventer ou de renouveler ou d'adapter le bloc historique à la situation de la crise. Troisième élément, c'est la faiblesse de légitimité du bloc historique européen, et le fait que le resserrement pendant la crise conduit à une affirmation autoritaire, hein, cette dimension césariste, bureaucratique de l'Union européenne, qui révèle là également sa faiblesse et la dislocation en cours. Alors, première idée, l'idée que l'Europe, l'Union européenne, est un bloc historique inachevé. Il y a une sorte de péché originel à l'Union européenne. L'Union européenne, elle vient d'où? C'est la conjonction de deux choses, principalement au lendemain de la guerre. C'est d'abord un projet états-unien pour l'Europe, hein, pour reconstruire l'Europe et contenir le bloc soviétique. Et c'est également la mobilisation d'une toute petite frange intellectuelle, d'une toute petite partie de l'élite au niveau européen. Donc on a un point de départ qui est extrêmement minoritaire et qui, tout au long de l'histoire de l'Europe, va le rester. Il n'y aura jamais une appropriation populaire importante du projet européen. Donc, si on regarde le redémarrage du projet européen dans les années 80, il va être essentiellement porté par les multinationales, hein, en particulier autour de l'European Roundtable, qui va vraiment jouer un rôle programmatique hein, dans la reformulation du projet. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que le projet européen est resté de manière permanente
faiblement endogène. Il a toujours été surdéterminé de l'extérieur ou par des toutes petites parties de la société. On peut encore discuter de l'union économique et monétaire, ce qui va être décisif dans la construction de la monnaie unique, c'est finalement les événements à l'Est, la chute de l'URSS, la réunification de l'Allemagne et les conséquences géopolitiques liées à ce niveau-là. Mais on retrouve ce caractère faiblement endogène au cœur de la crise même ces dernières années. L'intervention du FMI, par exemple, révèle cette faiblesse de l'Union européenne, cette incapacité à prendre en charge soi-même les problèmes en son sein. Mais également, on va voir à l'automne 2011 Tim Geithner qui va venir au sommet européen et taper du poing sur la table en exigeant qu'il y ait une résolution des crises. Là encore, pour imposer de l'extérieur une décision, puisqu'il y a une véritable faiblesse du leadership interne au niveau européen. Deuxième élément de faiblesse de ce bloc historique européen, c'est la faiblesse de sa légitimité. S'il y avait un véritable bloc historique européen, il faudrait qu'il y ait une capacité à générer du consentement qui passerait notamment par une certaine satisfaction économique et sociale, en termes de modèles productifs qui soient cohérents, qui génèrent une forme de progrès, qui génèrent également une idéologie, une culture commune. Bref, qu'il y ait une dynamique économique et sociale susceptible d'être adossée à une cohérence, à une forme de bloc historique cohérent. Clairement, au niveau européen, on est loin du compte. Et on a un double problème de légitimité. Un problème de légitimité qui est procédural, la faiblesse des procédures démocratiques, mais également un problème de légitimité substantielle. En permanence, la justification pour l'intégration européenne, ça a été une amélioration de la situation économique et sociale. Et on peut dire qu'après l'accélération de l'intégration européenne autour des 20 dernières années, on est très loin du compte. Le modèle social européen qui souvent est évoqué est en complet délitement. Un autre élément qu'on peut pointer, c'est le caractère biaisé en faveur de la finance de l'intégration européenne. Tous les derniers pas de l'intégration européenne ont mis en avant un élément clé qui était l'unification du marché des capitaux européens, comme un élément vraiment tout à fait décisif. Et finalement, la fraction financière, qui est la fraction la moins territorialisée du capital, est celle qui a joué le rôle le plus important. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on a une forme de hiatus spatio-temporel entre une intégration politique complètement croupienne, très limitée, et en même temps une intégration économique, en particulier financière, complètement achevée. Et là, il y a une incohérence, une faiblesse, une incohérence spatio-temporelle qui est manifeste. Enfin, un dernier élément, mais qui est loin d'être des moindres, c'est la faible intégration des subalternes. Souvenons-nous, à la fin des années 90, Pierre Bourdieu avait lancé un appel pour un mouvement social européen. Toute une série d'acteurs de mouvements sociaux, le mouvement intermondialiste s'est saisi de cet horizon-là. Le mouvement syndical s'en est saisi également. On a essayé de construire un mouvement social européen, mais il n'y a jamais eu véritablement de mouvement social européen, et en particulier parce qu'il n'y a jamais eu d'espace de conflit au niveau européen. Si on avait des conflits sociaux au niveau national, il y avait une sorte de scène politique qui reflétait ces conflits sociaux. Il existait un débat autour de ça. Au niveau européen, il n'y a jamais eu de percussion de ces mouvements sociaux. Il y a eu une intégration très limitée autour de la Confédération européenne des syndicats. Donc les directions syndicales ont une forme d'association du projet européen, et d'ailleurs elles l'ont soutenu en partie, mais l'intégration d'abord c'est limitée aux directions syndicales, et d'autre part son contenu substantiel est extrêmement limité. La seule chose qu'aient gagné les syndicats au niveau européen, c'est la déclaration de la Charte des droits sociaux fondamentaux qui n'a pour ainsi dire pas de caractère contraignant. Donc on a véritablement une intégration extrêmement faible des subalternes qui fait que finalement, eh bien, la base sociale, le contenu social du bloc historique européen est extrêmement réduit. Alors toutes ces différentes caractéristiques de cette faiblesse du bloc historique européen ont été aggravées pendant la crise. Et ont été aggravées, je voudrais évoquer juste rapidement deux choses. D'abord par un agenda qui était encore plus, y compris dans les discours, uniquement focalisé sur les préoccupations de la finance. La stabilité financière est l'unique point de discussion depuis le début de la crise européenne. Alors qu'une crise sociale gigantesque, les sommets sur l'emploi, les rendez-vous sur l'emploi ont été annulés. Il y a les responsables de la Commission et les ministres n'y sont pas rendus parce qu'ils n'avaient rien à discuter. On a du côté de la CES, une CES qui s'est décrochée du projet européen d'une certaine façon, puisque pour la première fois, elle a dénoncé le traité sur la stabilité et la convergence qui a été adopté, qui est rentré en vigueur au 1er janvier dernier. Donc on a véritablement un rétrécissement autour de la finance de ce projet européen. Et en même temps, bien sûr, et c'est sans doute le plus important, on a une vague de mobilisation à la périphérie européenne sans précédent depuis les années 70. La Grèce, le Portugal, dans une moindre mesure l'Espagne, l'Italie, mais c'est vraiment des mobilisations tout à fait importantes d'ampleur historique. Alors ça, c'est la première caractéristique.
Vu qu'il me reste à peu près 3 minutes, c'est ça, je vais aller rapidement sur les deux autres éléments. D'abord sur l'impasse idéologique, je vais donc aller très vite, mais juste dire qu'il n'y a pas de solution de rechange au sein de l'Union européenne à la crise actuelle, à l'option néolibérale. Et l'absence de solution de rechange, c'est y compris un problème pour les classes dominantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit néolibéral qui a imprégné la formation de l'ensemble du personnel politique, administratif au niveau européen, qui fait qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pratiquement pas de débat. Donc, absence de solution de rechange en haut, mais il y a également toute une série d'autres éléments qui renvoient à cette faiblesse des intellectuels organiques. Il n'y a pas véritablement si on prend le nombre de fonctionnaires européens, les fonctionnaires, évidemment, c'est quelque chose de déterminant dans les intellectuels organiques. Ils représentent seulement 0,1% de l'ensemble des fonctionnaires dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement réduit. Bon, on peut prendre un autre exemple, la presse. Il n'y a pas de journal européen. Le seul journal européen, c'est-à-dire celui qui a véritablement une audience européenne, c'est le Financial Times. Le Financial Times est basé à Londres et eurosceptique. Bon. On pourrait continuer beaucoup là-dessus, mais il y a aussi une faible adhésion au projet européen à la base, qui s'est manifestée par les rejets des différents référendums européens, notamment en 2005. Même s'il n'y a pas non plus une véritable hostilité, il n'y a pas de consentement, il y a une sorte de distance finalement, la question européenne est très peu appropriée par la population dans son ensemble. Et dernière idée sur cette faiblesse européenne, c'est la question bien sûr de la primauté des institutions démocratiques. Alors je l'évoquais un petit peu en introduction, mais pourquoi chez Gramsci il y a cette primauté des institutions non démocratiques en tant que crise? Mais il y a deux idées principales. La première idée, c'est qu'il faut en tant que crise être capable de prendre rapidement des décisions. La rapidité des décisions est hostile au processus démocratique, aux procédures de débat démocratique. Donc il y a une certaine, si vous voulez, efficacité de la décision qui pousse à l'écart des procédures démocratiques. Deuxièmement, et c'est au moins aussi important, c'est qu'en temps de crise, l'opinion fluctue beaucoup plus, le consentement s'effrite et les options, un champ politique bien plus large d'options a lieu, ce qui évidemment menace les intérêts dominants. Donc il y a une volonté de contrer finalement cet élargissement des options politiques qui sont propres au temps de crise et qui conduit à une forme d'endiguement de la démocratie. Alors, de quelle façon s'est manifesté cet endiguement de la démocratie en Europe? D'abord, c'est l'ensemble d'une série de nouveaux mécanismes de surveillance des procédures budgétaires qui vont extrêmement loin. Et pour aller vite, je retiendrai juste une idée du traité qui vient d'être adopté. Dorénavant, toutes les grandes réformes de politique économique qu'un État pourrait être amené à envisager doivent être préalablement examinées par la Commission et par les pairs. Donc, il y a vraiment une extraction de toute possibilité de réforme économique qui est mise en place. Deuxième élément, c'est la BCE, j'ai déjà évoqué largement son rôle, je ne reviens pas dessus. Et troisième élément, à l'inverse, c'est l'incapacité du Parlement européen à peser de quelque façon que ce soit sur la gestion de la crise. Mais ce n'est pas la seule dimension d'endiguement de la démocratie, et juste, c'est la dernière idée avant de conclure, c'est qu'il y a une forme de domination semi-coloniale qui se révèle au cours de cette crise. L'endiguement de la démocratie n'est pas le même partout. Et la démocratie aujourd'hui en Grèce ou au Portugal n'a pas du tout la même valeur que celle qui a lieu en Allemagne. L'Allemagne a imposé un certain nombre de contrôles de son Parlement sur les décisions qui étaient prises par l'Union européenne en termes de plan de sauvetage. À l'inverse, les pays de la périphérie ont été véritablement dépossédés de toute capacité à prendre des décisions économiques. Et là, je reprendrai une citation qui évoque des choses qui ont déjà été un peu discutées aujourd'hui, mais les réformes, les programmes qui sont aujourd'hui mis en œuvre à la périphérie européenne sont bien plus que de simples réformes économiques. C'est une entreprise de construction de l'État telle que l'on l'entend traditionnellement dans le contexte des pays à bas revenus. C'est vraiment quelque chose qui va extrêmement loin. On pourrait prendre, on reviendra peut-être dans la discussion là-dessus, une série d'exemples précis sur le degré de contrôle exercé par la bureaucratie bruxelloise auprès des gouvernements sous programme. Et puis, dernier élément, c'est également l'affirmation d'un nouvel hégémon au sein de l'Europe. L'Allemagne, aujourd'hui, n'est plus du tout contrebalancée par la France, mais apparaît vraiment comme la puissance hégémonique, et c'est elle qui gère l'agenda politique européen. Donc, je conclus un peu trop rapidement, mais c'est le moment, autour de deux choses. La faiblesse originaire du bloc historique européen est clairement apparue dans le contexte de la crise. On avait un bloc historique qui était faible, il s'est encore rétréci, encore fragilisé. Et la réponse à cette fragilisation, à cet rétrécissement de sa base sociale, c'est deux choses. D'abord, une accélération des réformes néolibérales. Et cette accélération des réformes néolibérales est menée d'autant plus fermement qu'elle s'accompagne du renforcement des tendances autoritaires au sein de l'Union européenne, ce qu'on a appelé un césarisme bureaucratique. Donc, cette désagrégation
de l'État, du proto-État européen d'un côté, et de l'autre côté, l'affirmation d'un césarisme bureaucratique, renouvelle à notre sens les termes du débat européen pour la gauche aujourd'hui. Le choix qui s'offre aujourd'hui n'est pas tellement celui entre la construction européenne et un retour à l'échelon national. C'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est bien plutôt deux options contradictoires. Hein. D'un côté, le césarisme et de l'autre, la démocratie. Je vous remercie. Sur la démocratie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, je suis juriste, et j'essayais de suivre les débats sur la construction européenne. J'ai arrêté à un moment donné, parce qu'ils ont inventé un vocabulaire qui était si complexe que même un juriste n'était pas capable de suivre. Alors j'ai démissionné sur cette chose-là. Mais la question que je pose là sur la question de la démocratie, moi il me semble que me souvenir, mais c'est vague, je ne sais pas si c'est ça le vrai mot, quand il y a une fracture qui s'introduit dans le bloc historique, on appelle ça chez Gramsci, me semble-t-il, une fenêtre d'opportunité. Alors là, l'idée c'est, si la fenêtre s'ouvre, tout le monde doit sauter par la fenêtre. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise si on est au premier étage ou au 10e étage. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous dit à quel étage le mouvement populaire ou le mouvement démocratique européen se trouve. Est-il au sous-sol, auquel cas s'il saute par la fenêtre, il va frapper un mur, ou bien